La langue d'Homère. D'abord, c'est pas une langue au sens où on pourrait attraper une langue à un moment précis, comme on dit en synchronie. C'est une langue qui s'étale sur plusieurs siècles et sur plusieurs dialectes. Et c'est une langue qui trahit des origines géographiques pour Homère, sur la côte ionienne, dans une zone peut-être éolienne. Et donc il y a plusieurs fonds dialectaux qui viennent plutôt d'Asie mineure. Et là-dessus se greffent des éléments d'histoire de la langue, ce qu'on appelait des atticismes, et puis des formes particulières qui sont générées par le rythme du vers. Donc ça c'est le plus important, c'est peut-être que c'est une langue épique, une langue poétique, et non pas une langue qui aurait été parlée par un homme à une époque précise. Et cette langue, elle était tellement marquée comme étant la langue de l'épopée, après Homère, que finalement on a écrit uniquement l'épopée dans cette langue, dans ce mélange multidialectal, je ne sais pas comment on peut dire. Et lorsqu'on fait des épigrammes, lorsqu'on écrit encore par imitation à des époques très tardives, lointaines, on écrit toujours dans cette langue plus ou moins homérique, proche d'Homère. C'est-à-dire qu'il y a des faits de langue que, par exemple, au 5e et 6e siècle, on ne connaît plus. Dans la langue attique ou ionienne, le we, par exemple, dans le mot un peu ancien qui signifie seigneur, ou anax, ça se dit anax. Donc le we a disparu. Ou un adjectif comme gracieux, gracieuse par exemple, cariwessa, ça se dit encore en argien et en crétois, cariwessa, cariwessa, et bien en attique on dit cariessa. Donc le we intervocalique entre voyelles a disparu. Mais chez Homère on voit des traces dans la métrique et dans le vers de ce phonème ancien, donc qui préexistait à l'évolution des dialectes ioniens et éoliens. Donc forcément c'est une langue, c'est le problème de la question homérique, quand a vécu Homère? Mais Homère, c'est à un moment quelqu'un qui se souvient et qui reçoit une tradition poétique très ancienne, au point même que c'est beaucoup plus important que ce qu'il entend à son époque. Donc même s'il transforme peut-être un petit peu parfois la langue, les sons, les phonèmes sont liés à un état de langue beaucoup plus ancien et maintenus par la métrique. Donc il y a des génitifs bizarres. Par exemple, tenedoio, en oyo, génitif en oyo, ça ne s'emploie plus à l'époque classique. Il y en a des traces après qu'on a découvertes en mycénien, lorsqu'on a trouvé les tablettes en linéaire B qui ont été déchiffrées par Vintris et Chadwick en 1953. Donc avant, on ne savait pas que ces tablettes découvertes par Evans à partir du XXe siècle, début du XXe siècle, en Crète et puis ensuite ailleurs sur les sites dits mycéniens, Pylos, Thèbes. Et Thèbes, c'est le dernier gisement de tablettes date de 1993. Donc là, on trouve des noms de localités avec des formes qui sont typiquement homériques. Homère a vraiment décrit un certain monde qu'il ne voyait plus, puisque ce n'est plus le monde de son époque. Imaginons qu'Homère est composé au 9e, 8e siècle, il se souvient de choses beaucoup plus anciennes. Et ces noms lui arrivent presque tout droit, notamment dans les parties très anciennes comme le catalogue des vaisseaux. Il semble bien là qu'on ait des éléments d'époque mycénienne, des éléments de catalogue de villes, de noms de héros, de chefs. Et ça, c'est l'épopée. Elle se souvient, elle transmet la mémoire du passé. Alors, on connaît très bien la métrique et du vers d'Homère. On connaît bien, et puis on peut essayer de reconstituer le rythme. Si on fait un petit effort supplémentaire, on peut essayer de s'affranchir de la prononciation scolaire en usage en France, par exemple, ou ailleurs en Angleterre. Chaque pays a sa prononciation nationale. Et donc si on va vers une phonétique un peu reconstituée, si on ajoute en plus un peu d'intonation, on a déjà quelque chose d'un petit peu mélodieux. Par exemple, le début de l'Iliade, Mais ninaidetea pelleiado Achilleus. C'est le premier hexamètre. Mais ninaidetea pelleiado Achilleus. 6 mesures à 2 ou 3 syllabes. Et donc avec un rythme binaire régulier. Olomenen hemuria kaiois alge eteke. Et si je veux ne pas me faire mentir sur le digamma, le we qu'on peut reconstituer, on pourrait dire
Ollomenen hemuri akaioi salge eteke. Pollas diptimus psukas avidi proiapse. Heron. Autos de Heloria teuque cunessi. Voio noi si te passi. Ius de tele et obolle. Exodata prota diaste tenerisante. Atreuideste Wanaxandron. Cae Dios Achilleus. Donc voilà, si on récite le vers d'Homère, on est dans une espèce de déclamation, dans l'éloquence, dans la rhétorique en quelque sorte. Et la rhétorique, elle est aussi importante parfois dans l'épopée. L'épopée n'est pas toujours lyrique, n'est pas toujours poésie musicale, lyrique telle qu'on se l'imagine, même si elle peut l'être aussi, et qu'elle doit l'être principalement. C'est une narration dont le rythme est imposé par ces cellules répétées. Un temps, 2 temps, 3 temps, une pause immédiate, ou une pause après une brève de plus. Un temps, 2 temps, 3 temps, une syllabe en l'air, au temps faible, et c'est le 6e temps, le vers inachevé en quelque sorte, qui va recommencer au vers suivant. C'est ça l'hexamètre. Et c'est pour ça qu'on peut en dire des milliers, et que les Aèdes en disaient des milliers, et que c'est jamais fini. Et que ça n'a pas lieu de finir. Et que le but c'est de ne pas arriver à la fin. D'où ces enclaves, ces parenthèses incroyables dans le récit, ces manières de retarder l'aboutissement de l'action. Tout ça, c'est l'art de l'Aède. Et même dans le vers. S'il tire une flèche, il va d'abord armer son arc, d'abord on va décrire d'où vient l'arc, puis ensuite on va montrer comment il tend la corde qui l'amène à son sein, comment il pousse le bois de l'arc ou la corne de l'animal, comment il place sa flèche sur l'encoche, comment il va tirer, comment il lâche tout à coup, comment la corde siffle, comment elle part, comment elle traverse un certain intervalle de l'espace, comment elle commence à traverser l'oreille gauche de tel malheureux guerrier, puis ensuite continuer par l'oreille droite pour enfin... Voilà, c'est tout ça, et ça ne finit jamais. Et parfois le javelot ou la flèche va se ficher en terre, et il y a encore son empennage qui frémit un instant, avant de s'immobiliser. Donc c'est tout ça, c'est l'épopée, c'est l'art de dire et de ralentir, grâce à cet outil incroyable qu'est l'hexamètre dactylique. Alors, dans l'Odyssée, on a 2 exemples d'Aèdes, et notamment chez les Phéaciens, lorsqu'Ulysse est accueilli par Nausicaa, qu'il est ensuite conduit au palais de ses parents, Alcinos notamment, et Arrêthée, il y a l'Aède, aveugle, donc qui est un peu l'image d'Homère, qui arrive, et on lui porte sa porminx, une lyre, une grande cithare. En fait, c'est une grande lyre plutôt, une lyre qu'on représente parfois avec des cornes d'animal, et puis une traverse. C'est exactement comme cet instrument qui n'est pas grec, mais qui est assez ancien, et puis qui vient d'une tradition pastorale. Parce que pour faire une lyre, il faut évidemment du bois ou des cornes d'animaux, parfois du métal, puisque Achille, dans l'Iliade, a une lyre avec une traverse d'argent, sur le butin qu'il a pris au père d'Andromaque et Étion lorsqu'il a pillé la ville de Thèbes sous le Placos. Il faut des cordes, plusieurs matériaux sont possibles. Il faut bien sûr du cuir de vache, d'animal, ça c'est bien dit dans l'hymne homérique à Hermès. Et puis une coque, qui peut être une carapace de tortue dans certaines lyres, et dans dans d'autres instruments, un bâti comme nos guitares, enfin, en bois. Et voilà, donc là c'est une lyre. Alors vous avez une lyre tortue qui vient d'Éthiopie, d'Afrique de l'Est, où il y a encore des musiciens, chanteurs qui utilisent ces instruments. Des instruments qui sont liés au symbolisme animal de la vache. Je pense que c'est assez évident. Et ça, c'est le cas depuis qu'on a des représentations de lyres en Mésopotamie. Ça nous mène au 3e millénaire, avant l'ère chrétienne.
Mais sinon, on ne sait rien sur la musique. On ne sait rien, c'est-à-dire que on a le rythme, on a l'idée d'une mélopée suggérée par l'intonation naturelle des mots. Menin, ta, ta, menin, menin, menin. Mais après, c'est à nous de faire l'effort de faire rentrer cette mélodie un peu mécanique, un peu solfégique, dans ce qui serait une harmonie. Alors après, on peut faire dans un pentatonique éthiopien. Pollas diptimus psucas aidi proiapse eron autos de gloria teuque cunessi oium noisi te passi dios de teleie tobule. Exondeta protam dias te tenerisante Atreires te Anaxandron cae Dius Achilleus distars poeteon eridix sunece majestai etos cae Dios huius hogar basilei colotes teis nos anastraton orse cacen ole conto dell'aoi unecaton crucen et timas enare terra. Atreides ugarelte toas. Il y a des passages, oui, il y a des passages comiques, mais quand même, ça reste dans une narration souvent triste comme l'épopée, souvent. Modus eus lauertiades polume canodus. Oui, mais c'est ça, et parfois l'Odyssée est plus comique, peut-être parfois. Mais nous voyons des passages comiques dans, par exemple, les passages des cochons, enfin des compagnons d'Ulysse transformés en cochons. Mais c'est terrible, non? Ça fait peur. Ça devait être horrible, et puis c'est une expérience très particulière, c'est l'apprentissage des frontières de l'humanité, comme ça, dans l'animal, en la vivant dans l'animal. Et ce qui est très curieux, c'est que ça se passe au chant 11 de l'Odyssée, exactement au moment où, au chant 10 de l'Odyssée, pardon, donc chez Circé, l'épisode chez Circé, au même moment où, au chant 10 dans l'Iliade, Ulysse et Diomède se vêtent de peaux d'animaux pour aller à travers la nuit épier le camp troyen, et ils rencontrent Dolon, l'espion troyen qui lui est habillé en loup. Et il y a là comme une troublante coïncidence, et comme il y en a beaucoup entre l'Iliade et l'Odyssée. Alors Démodocos, c'est donc le nom du chanteur aveugle dans l'Odyssée. On a créé ça en 95, et on a commencé par des spectacles adaptés de l'Odyssée, que j'ai demandé à Robert Ayres de mettre en scène. Je travaille 2 ans avec lui. Et puis on a continué vers la tragédie, Agamemnon en 97, et puis ensuite l'Orestie 98, on n'a pas arrêté. Les Perses, la comédie d'Aristophane, les Grenouilles. Depuis 6 ans, je travaille sur Antigone, qui fait partie vraiment de notre répertoire. On a rejoué les Perses, donc en même temps on cherche à faire vivre ce répertoire. Alors bien sûr, dans nos spectacles qui sont
en partie en grec ancien, il y a aussi du français. Et la manière de les articuler, d'ailleurs, s'est fait l'objet d'une mise en scène particulière pour chaque spectacle. On ne va pas dire deux fois chaque chose, bien sûr. Donc le but, souvent, c'est de commencer par le français, et puis d'amener, comme par un retour de la mémoire très profond, le grec ancien à venir au devant de la scène. Mais pour ça, il faut souvent que le français soit aussi quelque chose qui nous mette dans l'état où l'arrivée du grec ancien sera possible. Et donc pour ça, il a fallu traduire le grec en français en gardant le rythme, pour qu'on ait l'impression d'une espèce de fraternité entre les deux langues. Et donc par exemple, le vers d'Homère, chante déesse, d'Achille fils de Pélée, la colère, dévastatrice, qui fit tant de mal à la foule achéenne, précipita au fond de l'Hadès nombre d'âmes vaillantes, de guerriers livrant aux chiens leur corps en pâture, et à tous les oiseaux, achevant le dessein du Cronide. Depuis le tout premier jour où se déclencha la querelle d'Agamemnon, le roi des guerriers, et du divin Achille, qui, des dieux, les mettant aux prises, éveilla leur querelle, l'enfant de Zeus et Leto. Courroucé par le maître, il lança sur l'armée, etc. Nous sonanastraton orse kaken, olekonto de lao. On peut vraiment calquer les hémistiches, les groupes de mots, les formules. Et puis, ça c'est pour le rythme, pour le théâtre, pour ce que nous tentons de faire. L'idée c'était, par exemple dans Antigone, que pour donner du sens à cette prise, à ce retour du grec ancien sur la scène, lorsque Antigone se dispute avec Créon, il y a un moment où elle rompt. Elle coupe, en fait, elle coupe les ponts. Elle commence à parler en grec ancien. Et Créon, ça le rend encore plus furieux. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu, pas fondamentaliste, mais enfin, elle est quelque chose un petit peu comme ça, Antigone. Un peu radicale. Et dans les Perses, c'était un autre dispositif. Après la tentative de prier le roi Darios pour le faire revenir, pour qu'il nous aide à supporter le grand malheur après la défaite perse à Salamine, le chœur et la reine commencent à chanter en grec ancien. Nous avons cette langue, et parfois nous l'ignorons. C'est-à-dire nous allons chercher au Japon, en Chine, en Inde, des traditions théâtrales, en Afrique, des traditions théâtrales peut-être que nous avons perdues parce que nous avons trop tendance en Occident à peut-être avoir une histoire discontinue, fragmentée, et puis textuelle uniquement en fin de compte. Donc il faut toujours reprendre les textes et réinventer, c'est le travail de la mise en scène contemporaine. Mais en même temps, on a dans nos langues anciennes un matériau extraordinaire qui permet de faire vivre un théâtre dionysiaque tel qu'on peut le vivre quand on regarde du No, par exemple au Japon, ou des danses à Bali. Voilà. Mais il y a aussi une raison à cela. Si on va au Japon, si on va voir le Kathakali en Inde, dans l'Inde du Sud, c'est aussi parce que le théâtre grec, ses masques, ses danses, ses chants, sa force, se sont transmis par le biais de la route de la soie. Et ça, c'est tout à fait étonnant de voir qu'au 7e siècle, par exemple au 8e siècle, au Japon, on accueille les compagnies étrangères qui apportent des masques qui n'ont rien de nippon, qui ont des traits persans, de brahmanes hindous, d'animaux grecs, et que ce théâtre va renaître au Japon, dans le Gigaku, pendant plusieurs siècles. Et qu'il est à l'origine de ce qui deviendra après, dans un théâtre, une version plus bouddhique, plus shinto, si on veut, plus religieuse, mais du coup, où la religion renoue aussi avec l'essence même du théâtre dionysiaque, le théâtre No, qui est comme un des grands modèles pour nous, pour revivre la tragédie grecque. Alors les enfants dans les collèges sont les premiers spécialistes de la mythologie grecque et d'Homère. Ce sont eux, bien sûr, c'est à eux qu'est destiné, pour ça qu'il faut absolument lire, relire, étudier en classe, et les enfants se passionnent pour ça. J'ai pas une grande expérience du secondaire, mais j'ai eu une classe de 6e pendant un an,
Et sans leur rien dire, je leur donnais un passage du catalogue des vaisseaux. Pur catalogue. Et comparaison entre l'armée achéenne et les animaux, les grues, les mouches. Et ils ont lu, ils ont récité, ils ont dit en rythme, ils ont dit en chœur aussi. Et ils s'étaient tout à fait. Ils ne doutaient pas d'ailleurs que c'était de l'Homère. Je n'ai même pas dit que c'était une traduction, ni que c'était moi qui avais trahi. Maintenant, je crois qu'ils ont plus de 30 ans, ces enfants, mais. Et. Non, il y a une autre dimension aussi, c'est que par la traduction rythmique, alors là, c'est des tentatives qu'on a faites de lecture chorale collective en groupe lors de grands marathons de lecture à la Sorbonne, à Avignon et aussi à Athènes. Et même à Athènes, avec les Grecs, les rouleaux étaient bilingues, donc on pouvait lire en français ou en grec, mais toujours en rythme. Et du coup, des jeunes qui venaient lire avec nous, des adolescents, reprenaient un plaisir donc dans la déclamation, dans la scansion, dans le retour des vers répétés, des formules et des noms. Et là, quelque chose qui. Non, je pense qu'il n'y a rien qui marche mieux qu'Homère. Beaucoup plus universel, complètement harmonieux, plein avec toutes les forces de la vie, la joie, la tristesse qui sont à vivre. Voilà, j'ai aucun souci pour Homère. Après, s'ils peuvent le faire en grec et en latin, et si on ne les empêche pas de le faire, et si on favorise et on aide cet apprentissage, évidemment, il faut le faire très tôt, et le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux. C'est très dommage. On est content quand des étudiants arrivent à l'université pour apprendre le grec ancien ou le latin. On a envie de dire que c'est presque trop tard, qu'il aurait fallu qu'ils apprennent à 12 ans, à 13 ans, lorsqu'on découvre l'histoire grecque, lorsqu'on découvre ces histoires extraordinaires.